Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. On y est enfin. Alors que le mercato d'été sera bouclé la semaine prochaine, et que les 5 premières journées de Ligue 1 ont déjà été disputées, il est l'heure de faire un état des lieux des forces en présence. Quels sont les effectifs les mieux construits? Quels sont les groupes les mieux guidés? Quels clubs rimeront avec surprise et déception? Qui finira où? Alors juste avant de commencer, je voulais faire une petite note liminaire qui est un peu évidente, mais voilà, le rappel fait jamais de mal, c'est qu'il y aura forcément des déçus. Je pouvais pas mettre 10 clubs qualifiés pour l'Europe, on peut pas être 6 sur le podium, et il y a forcément une lanterne rouge. Voilà, c'est un peu le jeu de cette vidéo, mais sachez simplement que j'ai pas d'équipe particulièrement dans le viseur. J'ai un club de cœur qui est assez connu, mais je suis assez confiant sur le fait que ça affecte pas du tout mon jugement, donc voilà, il y a des surprises, j'ai fait quelques choix forts et il y aura forcément donc des déceptions, mais c'est juste de ne pas le prendre trop personnellement. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que grâce aux victoires de Monaco et de Lille contre Nantes ce week-end, on a passé à nouveau 2 paris, donc 2 sur 3, et on est à 6 sur 10 depuis le début de saison, donc 6 pronos réussis sur 10 tentés. Si vous voulez me suivre sur cette aventure, vous pouvez le faire sur BetClick, ça me rendra un vrai service aussi si vous utilisez mon code promo WILOU. Voilà, si ça vous intéresse, code promo WILOU, je vous mets le lien en description. Donc on est parti, et à la toute dernière place, j'ai mis Dijon qui m'inspirait déjà assez peu en 2019-2020, 16e au moment de l'arrêt du championnat, 18e attaque. Ils se sont sans doute affaiblis derrière avec la perte de Naïef Aguer et celle à venir d'Alfred Gomis. Un petit point pris ce week-end contre Montpellier, c'est le seul pour l'instant en 5 matchs. Ils sont déjà lanterne rouge, et quand on regarde les stats avancées, c'est encore pire. Alors j'aurai un œil sur Mounir Chouillard, et c'est pas une équipe que je veux particulièrement voir descendre, mais je pressens une saison assez compliquée, comme pour Lorient, que je voyais initialement beaucoup plus haut, mais qui me déçoit plutôt sur ce début de saison. Alors, ils vont avoir un retour de pas mal de joueurs, soit des blessés, soit des transferts qui vont être progressivement intégrés. On pense par exemple à Andrew Gravillon, qui pourrait être une vraie bonne pioche. Mais avec ballon, je trouve que c'est vraiment limité, et peut-être encore plus pour une équipe qui a par le passé tellement bien incarné l'identité du petit pousset joueur. On pense au de Christian Gourcuff il y a quelques saisons. Voilà, aujourd'hui on a une approche assez frileuse, et je trouve ça dommage alors que tu as par exemple avec Enzo Lefebvre ou Adrian Gerbic la possibilité de faire mieux. Alors s'ils changent d'approche, ils pourraient finir bien plus haut, je dirais que ce serait raccord avec ce qu'était mon intuition initiale, mais pour l'instant, je les imagine redescendre, et ça pourrait aussi être le cas de Reims. Ce serait une vraie surprise pour la belle surprise de l'année dernière, mais qui a été malheureusement amputée de sa principale force, à savoir son secteur défensif. Disasi et Camara sont partis. L'équipe du coup se retrouve à devoir bricoler des charnières un peu expérimentales, alors que l'année dernière, Disasi avait manqué un seul match et Abdelhamid aucun, donc vrai différentiel de constance. Quand tu regardes les résultats, c'est un début de saison catastrophique, il n'y a pas d'autre mot, un seul point pris en 5 matchs, c'est encore pire. D'ailleurs, quand on regarde les stats avancées, niveau expected goals against par exemple, si on se fie à cette stat, Reims a la 19e défense de Ligue 1 pour seulement la 18e attaque, et ça c'est un peu comme l'année dernière. Donc il y a des motifs d'espoir, je pense au potentiel technique de Valon Berisha ou de Moreto Kassama par exemple, mais ça pourrait déjà assez vite ressembler à la fin d'une ère, et je crois que David Guillon va être assez menacé. Du coup voilà en gros pour la zone rouge. Juste au-dessus ensuite, j'ai mis 3 projets assez différents, mais qui m'ont pas réellement convaincu encore. C'est successivement Nîmes, Bordeaux et Strasbourg. Alors pour Nîmes, quelques joueurs à surveiller, un recrutement intéressant, Birger Melling, Andrés Cubas, que j'aime beaucoup, Yassine Benraou, mais le reste de l'effectif est encore peut-être un peu faible, notamment sur le secteur défensif, ce que les stats avancées confirment. Donc voilà, à mes yeux, je vois quand même en Nîmes une équipe capable de se maintenir, et pour le plus petit budget de Ligue 1, ou pas loin, il n'y aurait pas de quoi rougir, ce serait une belle performance. On peut pas en dire en revanche autant pour Bordeaux qui, la production avec ballon, c'est encore extrêmement limité. 3-0-0 sur les 5 premières journées de Ligue 1, et ça pourrait devenir encore pire, puisqu'il risque de perdre 2 milieux créateurs. On parle beaucoup de Ruben Pardo, qui serait proche de Leganés, et ça s'active aussi un peu pour Thomas Basic. Derrière, c'est pas nécessairement fébrile, mais je dirais que les latéraux apportent assez peu, donc du point de vue du jeu, en tout cas, longue saison en vue à Bordeaux. Enfin, pour finir sur ce trio, Strasbourg, et alors là je dirais que c'est un petit peu l'inconnu. Ils sont capables du meilleur comme du pire, mais en ce moment, malheureusement, surtout du pire. Je crois que les cadres déçoivent un peu. Contre Monaco ce week-end, même à 11 contre 9, j'ai vu une équipe qui manque cruellement d'inspiration. Mercato un peu trop léger aussi, 2 millions d'euros pour Majid Waris, c'est presque tout, et je crois que c'est aussi une grosse erreur. Je crois que ce groupe, qui est pas loin de la fin de cycle, a vraiment besoin de 109 pour se régénérer. C'est la 5e saison de Thierry Loret, il est en fin de contrat cet été, mais va devoir batailler assez dur pour redresser le cap.
Alors ensuite, j'ai mis dans l'ordre Metz, Angers, Brest et Nantes. Moi, je crois pas que le classement soit très important pour ce quatuor. On est un peu dans la partie la plus molle du ventre mou, mais je serais pas surpris d'y retrouver Metz, qui pour l'instant me plaît assez. Mal payé contre Marseille ce week-end, ils ont montré beaucoup de bonnes choses. Contre Reims le week-end d'avant aussi, et finalement prendre 4 points sur les 5 premiers matchs, quand tes 5 premiers matchs, c'est Monaco, Lille, Paris, Reims, Marseille. Bon, disons qu'il y a pire, le calendrier va s'alléger, le programme va s'alléger. La potentielle perte d'Habib Diallo, c'est aussi d'un coup moins grave quant à Ibrahima Niane derrière. J'aime beaucoup les latéraux, que ce soit Fabien Sentonz ou Mathieu Hudol, il y a de la qualité des deux côtés. Victorien Angman monte en puissance, Boulaya aussi. Disons en gros que je suis un peu plus confiant sur leur chance de maintien que pour d'autres. Ensuite j'ai mis Angers, alors là je les vois pas nécessairement aller beaucoup plus haut et ils pourraient même perdre quelques places, mais en même temps difficile de parier contre Stéphane Moulin, et malgré le départ de Santa Maria à Fribourg, malgré une défense plus fébrile que les dernières saisons, l'arrivée de Bernardoni a fait du bien. Ce week-end il était impérial contre Brest et les 3 points sont en grande partie pour lui. Puis Aïd Nouri est toujours là, et il y a peut-être aussi une pépite à suivre avec le franco-anglais de 16 ans, Mohamed Ali Cho. Alors Brest ensuite, beaucoup d'ambition sans ballon, une vraie volonté de pressing, d'étouffer l'adversaire et d'ouvrir le jeu. On le retrouve bien d'ailleurs dans les projections du latéral Romain Perrault qui a déjà 2 buts et 2 passes décisives. Certes, c'est un peu plus friable derrière et on aimerait voir Gauthier Larsonneur plus proche de son meilleur niveau. Mais voilà, je pense qu'on peut dire qu'il y a une vraie patte d'Aloglio. Pire défense de Ligue 1 pour l'instant, 3e meilleure attaque. Voilà, c'est un peu le Brest d'aujourd'hui, très séduisant devant sa télé, et peut-être que ça me berne un peu, peut-être que je suis un peu trop optimiste, mais je les vois à minima se maintenir et continuer à nous offrir un peu de spectacle devant notre télé. Enfin, on boucle du coup cette première partie de classement avec Nantes. On peut dire pas mal de choses de Nantes, il y a des points positifs, comme la charnière Giroto-Palois qui est toujours très étanche, bon début de saison de Colomboigny, mais il y a aussi pas mal de raisons d'être un peu sceptique. Collectivement, pas grand chose à se mettre sous la dent contre Lille ce week-end par exemple, je les ai trouvés un peu timorés. Voilà. Après, je sais pas s'il y a l'effectif véritablement pour aller bien plus haut, ce qui n'est pas le cas. En revanche, c'est pas ce que je dirais de Nice. Là, il y a du matos, Dolberg, Ronny Lopez, Claude Maurice, Gouiri, pour citer que les offensifs les plus prometteurs, mais c'est là qu'une partie de l'équation, c'est les ingrédients, et puis après il faut un cuisinier qui en tire la meilleure saveur. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit le cas de Patrick Vieira, donc par rapport au projet niçois qui lance un petit peu sa deuxième phase, c'est forcément décevant. Cette 10e place, ce serait presque catastrophique pour un Nice que j'ai encore, là, au moment où je le dis, beaucoup de mal à voir aussi bas, mais ça risque d'en prendre la direction. Du coup, à la 9e, le petit rayon de soleil, la vraie belle surprise de cet été, c'est le Leeds français Lens. 10 points pris sur 15 possibles, et encore meilleur quand on regarde les stats avancées, 2e meilleure attaque avec 11,14 XG, meilleure défense de très loin avec 2,17 XGA seulement. Ils ont 12,89 expected points et sont donc les leaders de ce classement corrigé, ce qui laisse entendre que leur bon début de saison est loin d'être une anomalie. Francaise a trouvé son système et ce 3-4-1-2 qui fait la part belle à Kakuta est vraiment séduisant. Belle complémentarité entre Sotoka et Ganago aussi, ligne de 3 ou de 5 très solide, super Jonathan Klaus, entre jeu travailleur, et quand Seko Fofana arrivera, on peut imaginer que ce sera encore mieux. Il n'y a vraiment pas grand chose à redire, ce Lens 2020-2021 vaut simplement le coup d'œil, et du coup, juste au-dessus, j'ai mis une autre équipe qui me plaît beaucoup, un autre très beau club français, même si certains vont être un peu surpris que je dise ça, c'est bien sûr Saint-Etienne. Alors j'en ai fait une vidéo dédiée il y a quelques jours, donc on va pas trop rentrer dans les détails, mais comment ne pas tomber amoureux d'une jeunesse joueuse. Madi Camara, Adila Ouchiche, Arnaud Nordin, Neyou, Masson et Mouefek sur les côtés. J'ai un peu peur que Wesley Fofana soit vendu dans quelques jours, et même Bouanga est annoncé un peu partout. Je dirais que c'est ce qui m'empêche de les mettre encore un cran plus haut, et pour être honnête, c'est même ce qui m'empêche d'être très confiant sur cette 8e place, mais quoi qu'il en soit, équipe à suivre. Alors au pied de l'Europe ensuite, j'ai choisi Montpellier. On les retrouve souvent dans cette zone historiquement et je crois que c'est assez logique parce que c'est un vrai groupe avec une vraie force mentale, très combatif, un entraîneur lucide, mais en même temps peut-être un petit peu trop déséquilibré pour viser le podium ou s'approcher du top 5. Il y a des individualités véritablement extraordinaires comme Teddy Savanier, il y a quelques jeunes prometteurs également, Joris Chotard ou le pimpant, l'adolescent Vittorino Hilton, mais ça manque un peu de profondeur pour nourrir de très grandes ambitions. On se dit qu'il suffit d'une blessure pour que ça commence à tourner mal. Montpellier rencontre aussi beaucoup de difficultés à l'extérieur. Alors l'année dernière, une seule victoire en déplacement sur 14 déplacements, aucun cette année. Voilà, ça joue un rôle. Alors du coup, on arrive aux places clés, là où tout se joue. Et pour commencer,
je suis assez dévasté de mettre Lyon. Mon OL, j'aurais l'habitude de décevoir, surtout en début de saison, l'habitude de mal commencer ces exercices, mais là je crois qu'on a atteint un plancher historique. Collectivement, c'est extrêmement pauvre. Je peux pas dire que je suis particulièrement confiant en la capacité de Rudy Garcia à redresser le cap, et je dois dire que je vois pas tout à fait d'où viendra la lumière. L'effectif déborde de qualité individuelle, mais même au-delà de la déficience tactique, même au-delà de la déficience collective, je vois pas, je lis pas chez la plupart des joueurs une certaine force mentale, une ambition, un désir de relever le club et de relever la trajectoire collective. Je crois que on touche peut-être là aux limites d'une stratégie moyen terme qui est basée sur la valorisation d'actifs, le fameux club tremplin. C'est qu'en pleine période de mercato, et en plus avec un mercato qui dure un peu plus longtemps, on a pas mal de joueurs qui sont un peu désincentivisés, désengagés, ce qui est particulièrement problématique parce que déjà quand tu as une vraie faiblesse, une vraie difficulté à attaquer des blocs bas, ce que tu rencontres souvent en Ligue 1, mais en plus quand tu risques de perdre tes éclairs de génie, donc Aouar, Memphis, même Reine Adélaïde qui avait débloqué plusieurs situations en début de saison dernière. Quand en plus de ça on sait qu'on peut pas vraiment profiter de nos coups de pied arrêtés, je crois qu'on est à 200 corners consécutifs, pas loin en tout cas, sans marquer, on n'a pas de vrai tireur de coups francs. Voilà, je vois pas vraiment d'où viendra la lumière, et d'ailleurs je pronostique une saison assez terne pour les deux Olympiques. Alors l'OM est vraiment pas emballant non plus sur ce début d'exercice, et je les vois au-dessus de l'OL parce que je crois qu'il y a une force mentale supérieure, je crois qu'il y a des vrais leaders vocaux, je pense qu'il y a plus d'âme dans le vestiaire, je crois qu'il y a un entraîneur qui est un peu plus lucide aussi, mais du point de vue de l'effectif, quand on parle stricto sensu de l'effectif, quantitativement en tout cas, ça me semble plus pauvre et ça me semble un peu trop limité pour jouer sur plusieurs tableaux. Quand tu vois ce week-end que tu fais sortir Nagatomo et Rongier pour faire entrer Raoui et Germain, là je vois au moins 2 joueurs et peut-être 3 qui n'ont pas vraiment le niveau de l'OM. Le motif d'espoir peut venir de Florian Thauvin qui, au-delà de sa qualité intrinsèque, me semble en plus revenir avec de très bonnes intentions, un fort niveau de motivation. Il peut en partie porter son club, mais à mes yeux, pas vraiment plus haut que cette 5e place, parce que je vois devant, au pied du podium, je vois Lille. Alors un Lille pas nécessairement aussi étincelant que les dernières années, mais d'abord un Lille solide, à l'image de Mike Maignan, de la charnière Fonté-Botman, ou de Benjamin André, un cran plus haut. Un Lille qui voit certains de ses meilleurs joueurs offensifs revenir en forme un petit peu tous en même temps, je pense à Bamba, Ikoné et Araujo. Un Lille enfin qui a un effectif assez large pour manier plusieurs solutions. Alors je comprends que Burak Yılmaz puisse frustrer, mais sans trop rentrer dans les détails, je crois que c'est un joueur qui peut être très utile. Décevant pour l'instant, on peut raisonnablement miser sur une progression de Jonathan David, et puis même sur le banc, tu as des gros potentiels qui n'ont pas besoin de tous confirmer pour apporter un vrai surplus de qualité. Je pense à Yazidje, Renato Sanchez, Liadji, Thiago Diallo. Je sais pas si je vois Lille faire nécessairement une énorme saison, mais difficile de les imaginer en dehors du top 5 par exemple, et pourraient même se battre pour le podium avec d'abord Monaco et ensuite Rennes, qui sont à mes yeux pour l'instant les 2 meilleures équipes du championnat de France, si on accepte le PSG bien sûr. On commence avec Monaco, avec un effectif large et expérimenté, à l'image par exemple de Ben Yedder, Voland et Jovetic ce week-end. Ils sont aussi une belle ode au football, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des athlètes incroyables, mais il y a un cocktail qualité technique plus intelligence qui est assez séduisant. Alors pour Monaco, attention derrière où c'est beaucoup plus friable, mais c'est aussi très jeune et on peut estimer que pour Disasi, pour Badiachil, il y a mécaniquement une marge de progression, même si pour Badiachil, je suis un peu moins convaincu. Aguilar en revanche est très bon, Fabregas est précieux, devant les jeunes Diop et Jebels peuvent avoir de l'impact, Gelson Martins, Onyekuru, bref il y a du talent, beaucoup de talent, et il y a une équipe qui a aussi énormément à prouver d'un point de vue collectif comme individuel. On sait qu'à Monaco, les bonnes saisons arrivent un petit peu par intermittence, il en faut une mauvaise pour en faire une bonne derrière, ça pourrait être cette année. Enfin donc, il reste Rennes, qui est pour moi d'assez loin la 2e meilleure équipe de notre Ligue 1. Il y avait déjà un projet collectif intéressant et de plus en plus mature, est venu s'ajouter aussi un recrutement malin. Aguerre, c'est un super central, Guirassy prouve toute sa qualité. Il y a de très bons joueurs de côté quand on voit la concurrence, Romain Del Castillo et Rafinha sur l'aile droite. Bref, on pourrait citer vraiment beaucoup de monde, on n'a même pas parlé de Camavinga par exemple. Mais le plus important, c'est que ce groupe a des repères, et quand tu vois le début de saison, donc 4 victoires et 1 nul en 5 journées, ok, mais surtout je dirais le fait de battre Monaco, le fait de battre Saint-Etienne, de battre Montpellier, c'est quand même un bon indicateur par rapport à leur futur positionnement. Donc je serais assez surpris de ne pas les retrouver sur le podium à la fin de l'année. Le foot est plein de surprises, mais je serais assez surpris de ne pas les retrouver au moins sur le podium. Et puis enfin, voilà, je ne sais pas à quel point c'est particulièrement utile de parler du Paris Saint-Germain, qui est évidemment le favori absolu, qui est de très loin la meilleure équipe française, et qui peut se permettre de n'accorder finalement que peu d'importance à la Ligue 1. C'est pas sur ce terrain qu'on les jugera.
Donc voilà les amis, voilà pour ce classement. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous permettra de compléter un peu le tableau des protagonistes de cette saison. Franchement, je pense qu'on va avoir une belle saison, que ce soit en haut comme en bas, ça envoie du jeu. On retrouve des équipes qui ont de l'ambition avec et sans ballon. Je pense qu'on peut avoir une belle course à l'Europe et je pense qu'on a aussi quelques petits très joueurs qui sont intéressants à suivre. Donc voilà, on demande pas beaucoup plus que ça. Et donc pour finir avec la séquence prono avec mon partenaire Betclic, là j'ai choisi 2 pronos assez simples cette semaine. D'abord Tottenham-Chelsea, donc demain 20h45 en Cup. Tottenham-Chelsea, j'ai mis Tottenham ou nul à 1,72. Et puis pour le deuxième pari, peut-être le plus intéressant, c'est Brighton-United, le rematch parfait du match de samedi Premier League. Donc là c'est à nouveau en Cup et c'est mercredi. Si vous avez vu cette rencontre, si vous étiez devant votre télé, vous avez vu que Brighton a totalement dominé Manchester United. Ils étaient bien au-dessus, ils peuvent s'estimer particulièrement mal payés de repartir avec une défaite. Ils ont quand même tapé 5 fois sur les montants, puis même particulièrement dominateurs dans le jeu. Donc voilà, quand on connaît le rapport de force derrière cet affrontement et quand on voit Brighton ou nul sur les 90 minutes à 1,95, moi je trouve que ça ressemble à une vraie belle opportunité. Pour le coup, c'est un pari vraiment séduisant. Alors si vous voulez tenter le coup sur Betclic, vous pouvez profiter de leur offre de bienvenue jusqu'à 100 € offert avec mon code promo Willou, je vous en serai très reconnaissant et je vous mets le lien qu'il faut en description. Alors de notre côté, on se retrouve très vite pour la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide. Si vous voulez pas rater la prochaine où je choisirai les 10 équipes à suivre en Europe, les 10 équipes à suivre cette saison et je pense que ça sortira autour de mercredi si vous voulez pas rater ça. Donc vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de notre côté. Donc on se retrouve très vite pour cette vidéo. Alors d'ici là, je vous souhaite de passer comme d'habitude une excellente journée, une très bonne semaine qui arrive. Prenez soin de vous et de vos proches surtout. On se dit à très vite. Bisous.